Bismillahirrahmanirrahim. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la moelle spinale, l'anatomie de la moelle spinale ou la moelle épinière, et on va commencer tout de suite avec une introduction. D'abord, c'est quoi la moelle spinale? La moelle spinale, ou encore appelée la corde spinale ou la moelle épinière, c'est une partie du système nerveux central. On rappelle que le système nerveux central est constitué du cerveau, c'est le télencéphale, le cervelet et le tronc cérébral. Ce tronc cérébral, dans sa partie inférieure qui s'appelle le bulbe rachidien, ou la moelle allongée, va se continuer en bas avec la moelle épinière. Voici une photo qui nous montre le cervelet et le tronc cérébral. Voici le tronc cérébral qui se continue en bas par la moelle épinière. Ça, c'est une vue antérieure. Maintenant, on va situer la moelle épinière. D'abord, elle occupe le canal rachidien. Elle suit les courbures rachidiennes et elle se continue en haut par l'encéphale. Cet encéphale-là, constitué des deux hémisphères cérébraux, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, et qui va se continuer en bas par cette moelle spinale ou cette moelle épinière. Sa limite supérieure répond à un plan horizontal passant par le bord supérieur de l'atlas, la première vertèbre cervicale, et sa limite inférieure, c'est la deuxième vertèbre lombaire. Et du coup, la moelle épinière se trouve ou bien se termine avant la terminaison du canal rachidien. Pourquoi? Pour la simple raison donc, il y a une croissance différentielle entre le rachis et la moelle épinière. En fait, la moelle épinière évolue beaucoup moins rapidement que le rachis, d'accord? Ce qui fait que ce décalage entre la moelle épinière, ce qui fait qu'il y ait ce décalage entre la moelle épinière et le rachis. Et ce décalage se traduit par l'inclinaison, d'accord, l'inclinaison des racines rachidiennes lombaires et sacrées vont s'incliner comme ça pour aller rejoindre le trou de conjugaison qui se trouve décalé. Pour la région cervicale et thoracique, on observe les racines rachidiennes qui sortent de leur étage médulaire pour rejoindre leur trou de conjugaison un peu horizontalement, parce que ces trous de conjugaison se trouvent un peu à leur hauteur. Voilà. Maintenant, passons au rôle de la moelle épinière. D'abord, bien sûr, on sait qu'elle a des rôles très importants, d'accord? Elle est primordiale. Donc, d'abord, c'est la transmission des influx nerveux de l'organisme au cerveau et réciproquement. Donc, les informations qui viennent de la périphérie doivent passer par la moelle épinière pour aller rejoindre le cerveau et réciproquement. Deuxièmement, c'est l'intégration sensitive et motrice de type réflexe et on l'appelle moelle de l'urgence ou de danger. Pourquoi? Lorsqu'on a abordé le cours de physiologie sur les réflexes médulaires, on a parlé ou bien on a introduit la notion d'arc réflexe, c'est le substratum anatomique donc de toute activité réflexe. Que veut dire ça? Eh bien simplement, ça veut dire que c'est les éléments de l'arc réflexe, c'est quoi? C'est les éléments anatomiques qui vont permettre l'existence de ces activités réflexes. Et parmi les éléments composant cet arc réflexe, on a mentionné la moelle épinière, donc le centre nerveux, la moelle épinière. Maintenant, ici, nous avons un exemple, le réflexe rotulien, et ici, dans ce schéma-là, on nous montre l'information nerveuse, bien l'influx nerveux doit passer par la moelle épinière pour aller rejoindre le cerveau. Maintenant, on passe à l'anatomie descriptive, on va décrire cette structure anatomique. D'abord, elle se présente sous la forme d'une tige, donc d'une tige, d'un cordon, d'accord, cylindrique, blanchâtre. Blanchâtre, pourquoi? C'est dû à la répartition périphérique, à la périphérie de la substance blanche. Et elle est parcourue par des sillons, verticaux. Ces sillons verticaux vont délimiter des cordons, on verra ça par la suite. Elle est enveloppée par les méninges rachidiennes, histoire de la protéger, puisqu'il s'agit d'une structure qui est très friable, très fragile. Elle mesure 40 cm de longueur chez l'homme et 42 cm chez la femme. Et elle est constituée par 25 cm de filum terminal. Alors c'est quoi le filum terminal? Donc le filum terminal, c'est un fragile fil de tissu conjonctif descendant depuis l'apex du cône terminal. C'est quoi le cône terminal? C'est la partie ou bien le segment terminal, le dernier segment de la moelle épinière. C'est ce segment-là, on va donc le voir par la suite lorsqu'on fera les différents segments de la moelle épinière. Ce segment-là, le cône terminal, à partir de son apex, va se détacher ce qu'on appelle ce filum terminal qui va se fixer sur le coccyx. Et bien, si on cherche la nature de ce fil-là,
ou bien son origine. En fait, il s'agit d'un prolongement fibreux de l'apimère. D'accord? Il s'agit d'un prolongement fibreux de l'apimère. Donc, elle pèse 30 grammes, la moelle épinière, et elle est de consistance très friable, donc très fragile, et elle est de couleur blanchâtre, on a dit ça. Toujours avec les caractéristiques générales, son diamètre varie de 9 à 13 mm, donc elle ne présente pas un diamètre qui est régulier sur toute sa longueur. Pourquoi? C'est dû à l'existence de deux renflements, l'un cervical supérieur, l'autre lombaire inférieur, et ces deux renflements-là correspondent à quoi? Simplement au plexus brachial et lombosacré. Plexus brachial et lombosacré. Donc, le renflement cervical au supérieur, il s'étend de la troisième vertèbre cervicale à la deuxième dorsale et le lombaire ou l'inférieur de la neuvième vertèbre dorsale à la deuxième vertèbre lombaire. Au niveau de ces renflements, le diamètre de la moelle, donc il va augmenter de plus de 3 à 4 mm. C'est normal, c'est des renflements. Donc, pour certaines espèces, par exemple comme les serpents, donc ils ne présentent pas ces renflements. Pourquoi? Pour la simple raison que ces espèces-là ne présentent pas de membres, ils n'ont pas de membres ni supérieurs ni inférieurs, donc c'est logique. Et de même pour les sujets amputés ou pour les sujets qui sont nés avec des malformations, donc des sujets qui sont nés sans membre supérieur par exemple, sans membre inférieur, d'accord? Donc c'est ça. Pour la division topographique de la moelle épinière, on va la diviser en 5 segments. Voici les 5 segments. Un supérieur, un renflement cervical, un segment thoracique, un renflement lombaire et un cône terminal. Voici le segment supérieur qui mesure 2 cm. Il fait suite à la moelle allongée, c'est le tout premier segment. Le deuxième, c'est le renflement cervical, donc en vert, de C3 à D2. D'accord, de C3 à D2, c'est là, c'est d'où naissent donc les nerfs du membre thoracique. Le troisième, c'est le segment thoracique, de D2 à D9. D'accord, c'est celui-là en bleu. Et le quatrième, c'est le renflement lombaire, de D9 à L1. D'accord, 9e vertèbre dorsale à la première vertèbre lombaire, d'où naissent les nerfs du membre pelvien. Le cinquième, c'est le terminal, c'est le dernier, c'est le cône terminal qui se trouve en regard de L2, de la deuxième vertèbre lombaire, entouré par la queue de cheval. Il est entouré par cette queue de cheval. C'est quoi la queue de cheval? La queue de cheval va entourer le cône terminal et elle est faite de nerfs lombaires et sacrés. Donc c'est quoi la queue de cheval en fait? Donc la queue de cheval, donc c'est l'ensemble des nerfs lombaires et sacrés qui vont entourer le cône terminal. Voilà la queue de cheval. Pour ce qui est donc de morphologie externe, on a dit avant que la moelle épinière est parcourue par des sillons. Et ces sillons-là vont délimiter des cordons. D'accord? Les sillons sont en nombre de 6, donc un antérieur, l'autre postérieur, et 4 collatéraux antérieurs et 2 postérieurs. Donc 2 antérieurs et 2 postérieurs. Le sillon antérieur, c'est le plus profond, il est là. Le sillon postérieur, il est dorsal, il est peu profond. Et le sillon collatéral, ou bien les sillons collatéraux, il y en a un qui est antérieur, un collatéral antérieur, et l'autre qui est collatéral postérieur. D'accord? De chaque côté. De chaque côté, nous avons ces sillons collatéraux antérieurs et postérieurs. Donc on a dit, ces sillons vont délimiter des cordons. Vont délimiter combien de cordons? Donc 3 cordons. 1, 2, 3, donc de chaque côté. Un cordon antérieur qui se situe entre le sillon antérieur, médian antérieur et le sillon collatéral antérieur. Un cordon latéral situé entre le sillon collatéral antérieur et le sillon collatéral postérieur. Et un cordon postérieur limité par le sillon collatéral postérieur et le sillon postérieur. Voilà les cordons donc de la moelle épinière. C'est quoi ces cordons? Ce sont des bandes longitudinales blanchâtres formées par des faisceaux de fibres nerveuses. Donc c'est les axones, d'accord? C'est les prolongements axoniques des neurones qui vont se regrouper en bandes longitudinales, donc donnant naissance à ces cordons-là. Maintenant, on va aborder le nerf spinal. Donc pourquoi est-ce qu'on va aborder le nerf spinal? Pour la simple raison que la moelle spinale, c'est le lieu d'émergence des nerfs spinaux. D'accord, il existe 31 paires.
qui vont émerger de la moelle épinière et chaque nerf spinal est un nerf mixte qui est formé par deux racines. Deux racines, une racine antérieure et une racine postérieure. D'accord? Donc deux racines, l'une antérieure et l'autre postérieure. Donc la racine postérieure, elle est comment? Elle est sensitive. Donc la racine postérieure, elle est sensitive et la racine antérieure, elle est motrice. D'accord? La racine antérieure, elle est motrice et la postérieure, elle est sensitive. Voilà la postérieure, voilà la racine antérieure. La racine postérieure sensitive, elle va sortir d'où? Elle va sortir du sillon collatéral postérieur. Elle est pourvue d'un ganglion, ce qu'on appelle le ganglion spinal. Donc on a abordé les ganglions spinaux en physiologie, je pense, dans lequel se trouvent les corps cellulaires du neurone sensitif, donc les cellules en T, c'est ce qu'on appelle les cellules en T. Donc c'est des cellules, c'est des neurones qui vont émerger du sillon collatéral postérieur et leurs corps cellulaires vont se trouver au niveau de ce ganglion spinal. Et après leur prolongement axonaux, leurs axones vont donc suivre le trajet du nerf spinal. Donc c'est des cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules en T, des neurones en T. Pour la racine antérieure motrice, elle sort par le milieu du cordon antérieur. Donc le cordon antérieur, par son milieu, va sortir cette racine antérieure motrice. Au fur et à mesure que l'on descend, les racines s'inclinent pour gagner le trou de conjugaison correspondant. Pourquoi? Donc c'est à cause du décalage. On a déjà parlé de ça. La première racine cervicale correspond à C1. Au niveau de la région lombaire, il y a 3 vertèbres de décalage. On ne fait que refaire ici. Donc parce qu'on a détaillé la notion de décalage entre la moelle épinière et la colonne vertébrale. Les racines après L2 vont se regrouper autour du filum terminal pour former la queue de cheval. Voilà la queue de cheval qui est formée par quoi? Qui est formée par des nerfs lombaires et sacrés qui vont entourer le filum terminal. Il existe 31 paires de racines, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires, 5 sacrées et 1 coccygienne. Pourquoi 8 cervicales pour 7 vertèbres cervicales? Eh bien parce que le premier nerf spinal cervical, il sort au-dessus, c'est-à-dire fort au-dessus de la première vertèbre cervicale qui est l'atlas. Ce qui fait qu'il existe 8 vertèbres, 8 nerfs, donc 8 paires de nerfs cervicaux pour 7 vertèbres cervicales. Voilà. Voilà la morphologie externe de notre moelle épinière. Voilà le sillon antérieur qui est profond. Voilà la substance grise. D'accord, les deux cornes antérieures, les deux cornes postérieures, la commissure grise antérieure, la commissure grise postérieure, le canal épendymère, les racines du nerf spinal, la racine postérieure qui émerge du sillon collatéral postérieur avec le ganglion spinal ou bien le ganglion rachidien, la racine antérieure motrice, les deux vont fusionner pour former le nerf spinal, le nerf rachidien. Voilà les cordons antérieurs. Les cordons postérieurs. Et voilà les 3 méninges qui vont envelopper la moelle épinière. Maintenant, pour la morphologie interne, on va l'étudier en faisant une coupe transversale. La coupe transversale de la moelle épinière va faire apparaître donc les deux substances grises, donc la grise qui est centrale et la blanche qui est périphérique. Elle se trouve en périphérie. Ici, on a le canal épendymère. Donc la moelle épinière, comme le reste du système nerveux central, elle est composée de 2 substances, l'une grise centrale, l'autre blanche périphérique, d'accord? Et nous avons au centre de la substance grise ce qu'on appelle le canal épendymère, ou bien le canal de l'épendyme. C'est quoi ce canal? C'est une cavité ventriculaire, médulaire et centrale, ça se trouve au centre de la moelle épinière, qui va s'ouvrir en haut dans le 4e ventricule. Voici le 4e ventricule, cette dilatation qui se trouve ici, et qui va s'étendre sur toute la hauteur de la moelle. D'accord? Sur toute la hauteur de la moelle. Pour la substance grise, elle est centrale, d'accord? Formée par les corps cellulaires des neurones, donc c'est les corps des neurones, les corps cellulaires des neurones, leurs dendrites et leurs synapses. C'est le centre nerveux de la moelle, et qui a la forme d'un papillon, donc la forme d'un papillon ou d'un H.
On remarque ici l'existence de deux lames transversales de cette substance grise, l'une antérieure, l'autre postérieure, c'est ce qu'on appelle la commissure grise. Une commissure grise antérieure et une commissure grise postérieure. Donc, toujours avec la substance grise, elle va s'organiser comme suit. Elle présente ce qu'on appelle la corne postérieure, qui est étroite et allongée. La corne antérieure qui est volumineuse, on voit bien qu'elle est plus volumineuse que la postérieure, elle est plus étendue, elle est renflée, elle a l'aspect dentelé, on voit ça sur la coupe, et une région intermédiaire, une zone intermédiaire ou centrale. Donc cette zone centrale, elle est péri-épendymère, ça veut dire qu'elle se trouve à la périphérie du canal épendymère, péri-épendymère. Et elle va présenter sur sa partie latérale donc un petit prolongement. En fait, c'est la corne latérale. Donc, la substance grise, elle ne présente pas une morphologie donc uniforme sur toute sa longueur, mais plutôt, elle diffère. Donc, sa morphologie, elle est variable selon l'étage médulaire considéré. Voilà. On revient. Pour la substance blanche, elle est de situation périphérique, voilà. Elle est formée par l'ensemble des prolongements des cellules nerveuses, donc c'est les axones des neurones. Elle a un rôle de transmission. Pourquoi? C'est les axones, puisque les axones ont un rôle de transmission constitué par trois cordons, un cordon antérieur, un cordon latéral et un cordon postérieur. Voilà les trois cordons. Les deux cordons antérieurs sont unis l'un à l'autre par une lame transversale de substance blanche comprise entre le fond, voilà la substance, donc la substance, plutôt la lame de substance blanche qui est comprise entre le fond du sillon antérieur ou la médian antérieure et la commissure grise. C'est ce qu'on appelle la commissure blanche, voilà. Maintenant, pour ce qui est des rapports, la moelle est contenue dans le canal, rachidien. Et elle en est séparée par quoi? Par les méninges. Donc les méninges, c'est des enveloppes qui vont envelopper tout le système nerveux central, ainsi que la moelle épinière. Ces méninges sont de la profondeur vers la superficie, l'apimère, donc c'est celle qui va entourer ou envelopper la moelle épinière intimement. L'arachnoïde, c'est la deuxième. Et la plus superficielle et la plus résistante, c'est la durmère. L'apimère, elle est la plus profonde, elle est molle, elle est vasculaire et nourricière. Elle va tapisser intimement la moelle épinière et les racines, d'accord? Même les racines, elle va les tapisser, normalement, ici c'est pas montré sur le schéma, mais elle va les tapisser et elle va envoyer une expansion paire et symétrique frontale vers la durmère appelée le ligament dentelé. Donc, c'est quoi le ligament dentelé? C'est une expansion paire et symétrique et frontale, d'accord? Qu'envoie la pimère vers la durmère. C'est le ligament dentelé. Ça sert à quoi? À mettre en place. Donc, c'est pour la mise en place de la moelle épinière. Donc, en quelque sorte, c'est pour la fixer. Donc, ça sert donc d'attacher, de fixer la moelle épinière, de la mettre en place. D'accord? Deuxièmement, l'arachnoïde, c'est une méninge molle aussi. Elle est conjonctive et séreuse à deux feuillets permettant le glissement. D'accord? C'est ça l'arachnoïde. C'est la deuxième méninge. La troisième et la dernière, c'est la durmère. Elle est la plus superficielle, elle est la plus résistante, fibreuse de protection et elle va former ce qu'on appelle le sac dural. Elle va former le sac dural, voilà le sac dural formé par la durmère pour la protection de notre moelle épinière. Et ce sac dural, il va se continuer, d'accord? Il va descendre dans le canal rachidien plus bas que la moelle. Donc, il se prolonge plus bas que la moelle, d'accord? Il va descendre plus bas que la moelle jusqu'à S2. Vous voyez, jusqu'à S2, et il va être fixé par ce qu'on appelle le ligament coccygien. Le ligament coccygien, c'est le deuxième moyen d'attache de la moelle épinière après le ligament dentelé. Un intérêt clinique ici, donc c'est la ponction lombaire. La ponction lombaire, on va donc extraire le liquide céphalorachidien.
Et où est-ce qu'on va faire cette ponction? C'est au-dessous de L2, je vous rappelle que la moelle épinière se termine donc à la hauteur de L2, la deuxième vertèbre lombaire. Donc si on fait la ponction au-dessous de L2, on est sûr de ne pas léser la moelle épinière, d'accord? On est sûr de ne pas léser la moelle épinière. Donc pour analyse du LCR collecté, on va collecter ce liquide céphalorachidien pour l'analyser justement. Maintenant, toujours avec les rapports entre l'arachnoïde, donc entre l'arachnoïde et la pimère, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'espace sous-arachnoïdien où va circuler le LCR, le liquide céphalorachidien va circuler dans cet espace sous-arachnoïdien. Donc, le liquide céphalorachidien, en quelque sorte, la moelle épinière n'est pas en contact direct avec le liquide céphalorachidien. Donc, elle en est séparée par quoi? Par la pimère. Et entre le sac dural, donc entre le sac dural constitué par la dure mère et le canal vertébral, d'accord, le canal rachidien, va se trouver l'espace épidural. L'espace épidural, donc ou bien extradural, qui va être rempli de graisse molle. Donc cet espace-là, donc il sert de quoi? Il sert de protection de cette moelle contre les chocs, etc. Maintenant, on va passer à la vascularisation de la moelle épinière. Elle est très simple. Elle est assurée, bien sûr, par un apport artériel et un drainage veineux. Pour le système, la lymphe, donc le système nerveux, ici, on nous dit que le système nerveux produit peu de lymphe. Il produit peu de lymphe. Pourquoi? Puisqu'il y a le liquide céphalorachidien qui prend son rôle. Donc, le liquide céphalorachidien, il va jouer le rôle de cette lymphe, d'accord, de la lymphe. Il va protéger notre moelle épinière. Donc, on n'a pas besoin de protéger donc des quantités importantes de lymphe pour protéger cette moelle épinière. On va commencer, en fait, la vascularisation de la moelle épinière se fait comme suit. Donc, nous avons des artères spinales antérieures qui vont donc vasculariser la partie antérieure, des artères spinales postérieures pour la partie postérieure, et nous avons les rameaux spinolatéraux qu'on va voir par la suite. Pour les artères spinales antérieures, ce sont ces deux artères-là, deux artères spinales antérieures, qui vont se réunir, se rejoindre pour former ce qu'on appelle le tronc spinal médian et antérieur. Tronc spinal médian antérieur qui naît de ces deux artères spinales antérieures qui naissent d'où? Qui naissent des artères vertébrales. Donc les artères vertébrales qui naissent de quoi? De la subclavière. Voilà, de la subclavière, les artères vertébrales, d'accord, naissent de la subclavière, vont donner deux artères spinales antérieures qui vont se rejoindre, se réunir au niveau de la partie antérieure pour donner le tronc spinal médian antérieur. Pour la partie postérieure de la moelle spinale, elle sera vascularisée par les artères spinales postérieures. Voici les artères spinales postérieures, donc une artère spinale postérieure et une deuxième artère spinale postérieure qui proviennent des artères cérébrales, plutôt des artères vertébrales, d'accord, ou des artères cérébelleuses inférieures. Donc soit des artères vertébrales, comme sur ce schéma, soit des artères cérébelleuses inférieures. Pour la dernière source de vascularisation, ce sera les rameaux spinolatéraux. Donc spinaux puisqu'ils vont vasculariser la moelle spinale et latéraux, c'est par rapport à leur position latérale par rapport à la moelle épinière. Ce sont des rameaux qui vont naître le long de l'aorte, soit des artères vertébrales, soit des artères intercostales, lombaires ou sacrées. Et ces rameaux-là vont donner deux artères, d'accord, l'une antérieure et l'autre postérieure, c'est ce qu'on appelle les artères radiculaires. Donc ces artères radiculaires vont accompagner les racines rachidiennes, donc les racines du nerf spinal, d'où leur appellation artère radiculaire. Pour la vascularisation veineuse, donc les veines sont plus nombreuses et plus volumineuses que les artères. On voit bien ici une vascularisation veineuse qui est très riche, très développée. Les veines de la moelle vont se répartir en deux systèmes, un système central et un autre périphérique. Le système central, c'est à l'intérieur de la moelle, le périphérique, c'est en dehors de la moelle. Et le chemin à suivre, c'est le suivant. Donc nous avons un réseau intramédulaire donc, qui se répartit à l'intérieur de la moelle épinière, on voit ici. Ce réseau intramédulaire va rejoindre un deuxième réseau périmédulaire. Périmédulaire, c'est par rapport à la périphérie, donc c'est à la périphérie de la moelle épinière. Ce réseau périmédulaire
va rejoindre un troisième réseau, c'est les plexus veineux vertébraux internes qu'on voit ici. Donc les plexus veineux vertébraux internes qui vont se jeter enfin dans la veine intervertébrale qu'on voit ici. Voici une image donc 3D qui nous montre bien ce système-là, donc les deux systèmes, central et périphérique. On commence ici par le réseau intramédulaire, donc à l'intérieur de la moelle épinière, qui va se jeter dans un réseau périmédulaire, donc à la périphérie de la moelle épinière. Voilà le réseau périmédulaire. Ce réseau périmédulaire va se jeter dans les plexus veineux vertébraux internes. Ces plexus veineux vertébraux internes vont se jeter dans les veines intervertébrales.